Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Notre invité en ce dimanche, Fabien Roussel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, secrétaire national du Parti communiste français. Vous êtes également député du Nord. 1 heure d'entretien avec à mes côtés pour vous interroger aujourd'hui. François Langlais, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Doménac. Une Bonjour. émission, je le rappelle, également à suivre en direct sur tous les réseaux sociaux. TF1 Info, colère du monde paysan, pouvoir d'achat, élections européennes. On reviendra avec vous sur toutes ces thématiques. Mais d'abord, une image qui nous a interpellés ce matin, le football italien notamment, qui ne parvient toujours pas à se débarrasser de ce fléau du racisme, à chaque saison étant ponctuée par une série d'incidents à caractère raciste ou antisémite. C'est le gardien de but Mike Maignan qui a été visé hier soir, notamment par des cris de singe, par des supporters italiens. Il a quitté le terrain à la 34e minute, suivi par ses coéquipiers de l'AC Milan. Comment est-il possible, Fabien Roussel, qu'en 2024, dans un stade où on va voir un spectacle, on puisse encore assister à ce type d'événement ? D'abord, moi, je lui apporte tout mon soutien, je l'ai dit ce matin. Il a eu raison d'arrêter de jouer, de suspendre le match, parce que c'est insupportable. Et le racisme n'a pas sa place dans notre pays, dans la société, et donc, y compris dans les stades. Et donc, il faut être ferme et suspendre un match, arrêter de jouer tant qu'il y a des cris, des insultes. Et il a eu raison et je lui apporte toute ma solidarité. Geste très fort, c'est le gardien de but de l'équipe de France. Tout à fait, également. Oui, Mike Maignan qu'on connaît. Et d'ailleurs, Kylian Mbappé s'est aussi exprimé sur Absolument. ce sujet dernièrement. Il a raison. Pourquoi ? Vous me posez la question, pourquoi ? Mais vous savez, dans un pays où on voit les idées d'extrême droite se développer... Le gouvernement de Giorgia Meloni, notamment. Oui, en Italie, en Europe, mais en France aussi, où l'extrême droite est donnée très haut dans les sondages, où les idées sont reprises dans l'opinion, à l'Assemblée nationale, par le gouvernement, avec cette fameuse loi immigration dont on va parler. Eh bien, on ne peut pas s'étonner qu'après, certains de supporters se sentent décomplexés et puissent donc avoir des propos racistes, puisque la préférence nationale, la haine des étrangers, tout ça, c'est comme si ça rentrait dans la discussion commune. Alors que, je le redis, le racisme, comme l'antisémitisme, ne sont pas des opinions, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est condamnable dans notre pays depuis la loi Guesso, qui est député communiste, et donc c'est interdit, voilà, ça doit être durement sanctionné. Nicolas ? Fabien Roussel, on a l'impression que les instances du football rechignent à prendre des sanctions véritables, quoi. Ils suspendent un match, je veux dire, c'est rien, quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas bannir à vie les supporters qui font preuve de racisme ? Si, mais il faut écouter ce que disent les joueurs de foot, eux-mêmes. D'ailleurs, ils demandent à ce qu'il y ait des sanctions fermes, dures, y compris d'exclusion définitive, pour les auteurs des faits. Et aujourd'hui, avec les stadiers, avec les caméras, c'est possible de les connaître, de les reconnaître, de les poursuivre en justice et de les condamner. Voilà, Hier, le match a été interrompu 4 minutes seulement. Oui, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant selon vous. Mais non, c'est pas suffisant. Et il faut avoir des sanctions plus fermes pour que les supporters se sentent concernés, responsabilisés, que quand un supporter entend quelqu'un tenir des propos comme ça à côté de lui, qu'on lui demande de se taire, qu'on demande à des stadiers d'intervenir pour le sortir du stade, parce que c'est pas acceptable. Enfin, c'est une violence qui est extrêmement dure pour ces joueurs. Et donc, moi, je demande à ce qu'il y ait des sanctions beaucoup plus fermes, beaucoup plus dures. Et d'ailleurs, dans le sport amateur, il y a eu là dernièrement une sanction qui est tombée contre le club de Vierzon de mémoire. Match interrompu définitivement, sanction, perte de points, etc. Voilà. Et d'ailleurs, les joueurs, le président du club, je crois, dit c'est normal. C'est la décision qu'il fallait prendre. Et c'est la décision qu'il fallait prendre en saluant l'arbitre qui a pris cette décision. Fabien Roussel, les agriculteurs font entendre leur colère, leur inquiétude, multipliant les manifestations, notamment sur l'A64, autoroute bloquée encore actuellement. Plusieurs membres du gouvernement, le premier d'entre eux, Gabriel Attal, est allé sur le terrain. Premier gros conflit finalement de l'ère Attal à Matignon, à quelques mois des élections européennes. Le mal-être est profond, très profond, quand on sait notamment que 15% aujourd'hui des agriculteurs ne se versent aucun revenu et que les suicides dans le monde agricole sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. François Langlais peut-être sur ce sujet.
L'une des causes du problème, au moins si on entend les agriculteurs en France, mais même au-delà, parce que le mouvement il a une dimension pour partie européenne, c'est l'accélération de la transition écologique. Le fait que, pour des raisons climatiques, pour des raisons environnementales, il faut davantage de règles, davantage de contraintes qui pèsent sur le travail des agriculteurs, sur leurs revenus. Est-ce qu'il faut, selon vous, reculer, ralentir sur cette transition, justement pour préserver un secteur agricole plus sain au plan économique, plus vivable pour les agriculteurs? Pour répondre directement à votre question, je vous dirais que les agriculteurs savent remettre en cause leurs pratiques, en changer et s'adapter. D'abord, ils en font la démonstration. Et parfois à leur détriment. Et c'est ça qui suscite de la colère. Mais on ne peut pas dire qu'ils n'évoluent pas, parce qu'ils le font. Et je peux vous dire que je suis, moi, député d'une circonscription où il y a beaucoup d'agriculteurs, dans le Valenciennois, dans l'Amandinois, dans les villages de l'Amandinois. Je vais dans toutes les cérémonies de vœux, je les rencontre, ils m'interpellent, et ça date pas de maintenant. D'ailleurs, pendant l'élection présidentielle, j'ai été de ceux qui ont défendu la souveraineté alimentaire, le bon vivre, le bien manger. Et ça vous l'a été reproché. Mais oui, et ça m'a été reproché. Et le manger français. Savez-vous qu'aujourd'hui, 26% du bœuf que nous mangeons est du bœuf importé. Et dans le même temps, on perd, le nombre d'agriculteurs qui font de l'élevage bovin. Le Parlement européen a voté une directive qui prévoit, et d'ailleurs la majorité l'a votée, donc que M. Attal s'explique, mais la majorité a voté une importation plus grande de moutons venant de Nouvelle-Zélande. Nous sommes nombreux, de différents courants politiques, à dénoncer ces pratiques déloyales. Déloyales. Les traités de libre-échange, d'une part, je viens d'en parler, mais aussi la taxe sur le GNR, le gazole non routier. Enfin, moi, tout de suite, je l'ai annoncé dès le mois de novembre. Il faut quand même quand on l'a entendu. Pour les téléspectateurs, c'est un avantage fiscal sur le gazole consenti aux agriculteurs parce que aujourd'hui il n'y a pas de tracteur électrique. Mais c'est ce que je dis. Ça marche pas. Mais vous avez raison. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on arrête, on maintient cet avantage. Mais il faut le ralentir maintenir. de fait la transition écologique. Mais enfin, on ne peut pas imposer une transition écologique si derrière ça pénalise ceux qui sont au cœur de cette filière agricole, par exemple. On ne fera pas la transition écologique contre eux. On la fera avec eux, en les accompagnant. Et donc, je l'avais dit, moi, dès l'étude du PLF et avant que le 49.3 vienne nous s'aborder toute discussion. Le projet de loi de finances. Le projet de loi de finances, on n'a même pas pu en débattre, il y a eu un 49.3 là-dessus. Mais nous avons, nous, défendu l'idée qu'il fallait maintenir cette détaxe parce que les agriculteurs et les agricultrices n'ont pas d'autre choix que d'utiliser du gazole non routier, du GNR pour leurs tracteurs. Il n'y a pas de tracteur électrique, vous avez raison. Et ensuite, il y a d'autres moyens à mettre en œuvre. Par exemple, la PAC. La PAC. Politique agricole commune. Politique agricole commune. C'est le premier budget de l'Union européenne. Donc c'est au cœur des politiques européennes. J'espère qu'on va beaucoup en parler pendant les élections européennes. En tout cas, nous, on va beaucoup en parler avec Léon Desfontaines, notre tête de liste. La PAC, elle devrait être mieux utilisée. Nous ne sommes pas contre la PAC. Nous sommes pour une meilleure utilisée de ces milliards d'euros qui sont versés à la France. Les agriculteurs ne veulent pas vivre de primes, ils veulent vivre de leur salaire et des produits de leur agriculture. Eh bien, par exemple, nous demandons à ce que la PAC, elle soit attribuée en tenant compte de la main-d'œuvre sur une exploitation, ils appellent ça des unités de main-d'œuvre, les UMO, plutôt que sur les surfaces agricoles. Ça favorise les gros et ça pénalise les petits. Et vivre de leur salaire, Fabien Roussel. On va voir notamment ces chiffres de l'INSEE qui datent de 2021. Les salaires aujourd'hui, certains éleveurs sont à moins de 800 euros par mois. 15%, je le disais, ne vivent pas, ne se rémunèrent pas. Ils vivent sous le seuil de pauvreté. Ils survivent sous le seuil de pauvreté. Ils ont la pression des banques. Et qui, parfois, c'est ça qui provoque des suicides quand derrière, des biens hypothéqués sont réclamés. On les traite, il y a un agribashing dans notre pays, y compris pour dire qu'ils maltraitent leurs animaux. Moi, je mets au défi de venir justement rencontrer des agriculteurs chez moi à Saint-Amand et de faire la démonstration qu'ils maltraitent leurs vaches, leurs animaux. Je suis moi-même parrain d'une vache qui s'appelle Pacifique depuis plusieurs années maintenant. Elle est maman, elle a mis bas, je connais ses enfants, bientôt ses petits-enfants. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a un amour de la terre, Salut Pacifique. Mais des animaux. Est-ce que des associations, par exemple, comme L214,
font du mal à l'agriculture, ou est-ce qu'elles sont dans leur bon droit et dans l'efficacité de leur action? Leur manière de faire, oui, fait du mal à l'agriculture, et en tout cas aux agriculteurs. Qu'il y ait des moutons noirs, il y en a dans toutes les professions, et c'est peut-être à la profession eux-mêmes de faire le tri et de faire le ménage. Mais en tout cas, la manière dont c'est fait parfois jette l'opprobre sur l'ensemble de cette filière, et ce n'est pas juste. C'est pour ça que nous voulons nous proposons au gouvernement, nous voulons que la France ait un véritable pacte d'engagement, une loi de programmation pour notre agriculture qui d'abord pose le principe de la souveraineté alimentaire. Et donc ça veut dire que autant il faut faire la transition écologique, puisqu'on sait que l'agriculture fait partie des secteurs forts émetteurs de gaz à effet de serre. Donc il faut revoir notre mode de production. Mais ça ne se fera pas contre les agriculteurs. Ça doit se planifier sur plusieurs années, qui permettent d'abord de faire en sorte que la valeur ajoutée sur un produit, de la terre ou de l'élevage jusque dans l'assiette, soit équitablement répartie. C'est ce que nous appelons, une juste répartition des marges, de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire de l'agriculteur au consommateur. Vous évoquiez l'Union européenne, pointée du doigt directement dès hier par Jordan Bardella, qui est allé dans une exploitation à grand renfort médiatique. Toutes les caméras étaient sur lui. Ah bah ça, vous lui faites une belle pub, ça c'est clair. On n'est pas les seuls responsables. Comme si Jordan Bardella défendait l'agriculture. Alors justement, Nicolas Domenach, sur ce sujet. Ils attisent en tout cas une colère qui a des raisons différentes, vous l'avez évoqué vous-même. Mais il semble bien qu'ils en profitent en même temps électoralement. Tous les sondages l'indiquent. Alors, on a vu aussi dans un autre pays qui est voisin, la Hollande, vous avez un mouvement agricole qui s'est imposé, qui a terminé, qui est pas à gauche, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui a terminé premier aux élections provinciales. Au fond, vous allez être peut-être les cocus de l'histoire dans cette affaire. Je ne suis pas d'accord avec vous, et je ne suis pas d'accord avec vous. D'ailleurs, nous nous exprimons régulièrement auprès du monde agricole, et notamment avec André Chassaigne, notre député, président de groupe du Puy-de-Dôme, qui sera présent sur la liste que nous souhaitons présenter aux Français, avec Léon Desfontaines. Et justement, le parti de M. Bardella, du Rassemblement national, est un parti qui propose de replier la France sur ses frontières, de remettre en cause l'Union européenne et la PAC, le budget de l'Union européenne. Moi, je ne vois pas comment nos agriculteurs feraient sans PAC. C'est ce que propose Jordan Bardella, c'est-à-dire priver le monde agricole, la France, des aides de l'Union européenne. C'est toute la différence que nous faisons. Nous ne disons pas non à la PAC. Nous voulons avoir des députés européens, comme André Chassaigne, pour pouvoir justement la transformer, cette PAC, et la mettre au service de la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Permettre des prix garantis, rémunérateurs, permettant de verser des salaires aux agriculteurs. Bercy promet des contrôles supplémentaires, notamment sur Egalim. Enfin, les contrôles de Bercy. Imaginez-vous, ça fait partie des anomalies. La France, aujourd'hui, est devenue un pays bureaucratique. Ils vont mettre des contrôles en plus. La France est devenue un pays bureaucratique. Les éleveurs, les agriculteurs, qui, sur une année, qui veulent faire des demandes de subventions, doivent remplir des dossiers qui représentent 2 à 3 kilos de paperasse pour pouvoir faire appel à des subventions. Pire que ça, ils doivent passer par les chambres d'agriculture, où ils doivent payer parfois 800 à 1000 euros pour faire appel à une société qui déposera les dossiers en leur nom. Enfin, c'est un truc de dingue. On a critiqué la bureaucratie soviétique en URSS. Elle est en France, cette bureaucratie. Et moi, je l'ai combattue là-bas, c'est pas pour la retrouver dans mon pays. Et donc, je dénonce cette bureaucratie lourde, dure et financière que les agriculteurs subissent aujourd'hui. Vous évoquiez très rapidement tout à l'heure le traité de libre-échange, les traités de libre-échange qui permettent aux produits d'Amérique du Sud ou d'ailleurs d'arriver en Europe sans taxe. Il y a une question particulière en ce moment sur le libre-échange, c'est l'Ukraine. La candidature de l'Ukraine est maintenant acceptée. Certains agriculteurs s'émeuvent, pas seulement en France d'ailleurs, de la concurrence que ça représenterait, notamment pour les céréales. Qu'est-ce que vous en dites,
vous êtes pour ou vous êtes contre l'ouverture du marché européen aux produits ukrainiens en matière agroalimentaire? Je suis contre. Je suis contre, et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes contre l'entrée de l'Union européenne, de l'Ukraine dans l'Union européenne. Il faut pas aider les Ukrainiens. Mais il y a d'autres manières d'aider un pays. D'abord, aider, coopérer avec un pays, c'est en faisant en sorte que les deux parties soient gagnantes. Sinon, c'est pas de l'aide, d'accord? C'est vrai, cela dit. Alors, vous avez toujours eu une tradition internationaliste au Parti communiste. Donc, le fait que c'est pour cela que nous défendons économique. C'est pour cela que nous défendons, non, nous, à la différence de M. Bardella, non pas le repli sur nos frontières, mais une Europe des nations et des peuples qui coopèrent entre eux, et non pas qui se font la guerre. Aujourd'hui, l'Ukraine est utilisée pour faire pression sur nos agriculteurs, avec l'importation de céréales qui va tirer par le bas les coûts de production de nos propres agriculteurs. L'Europe demande aux agriculteurs français de faire 4% de jachère, tout ça pour qu'on produise moins, pour pouvoir consommer le blé ukrainien, et en même temps, on dit aux agriculteurs, produisez plus de protéines pour arrêter d'importer du soja qui vient de Brésil. Non, mais ils vont perdre leurs cheveux, comme vous, monsieur Langlais. Non, mais ils vont... Je ne suis pas agriculteur, pourtant. Non, ils vont devenir schizophrènes, nos agriculteurs. C'est un truc pas possible. Donc c'est un non ferme et définitif. Que ce soit la Moldavie, où le SMIC est à 50 €, ou que ce soit l'Ukraine, qui est un producteur de céréales, nous ne pouvons pas accepter des règles de concurrence libre et non faussée qui ont fait du mal tant à notre industrie qu'à notre agriculture. Et pour autant, à la différence de M. Bardella, nous ne sommes pas pour un Frexit, pour une fermeture des frontières, nous sommes pour avoir des accords de coopération, y compris avec l'Ukraine, sur d'autres terrains, mais en tout cas pas sur celui-là. Et là où nous sommes en déficit, et là où nous avons besoin d'aide, eh bien, on peut avoir des accords, mais là on est déjà, nous, exportateurs de céréales, je vois pas pourquoi on va importer du blé ukrainien, ça s'est marché sur la tête. Fabien Roussel, on évoquait le déplacement hier de Gabriel Attal. À l'occasion du remaniement, on vous posait la question... Quand on ne savait pas encore qui serait Premier ministre, vous avez eu cette réflexion, parlant d'agriculture d'ailleurs, c'est comme si vous me demandiez quelle est la marque de cornichon que je préfère. Il est aux affaires depuis un peu plus de 10 jours, vous l'avez vu un peu évoluer, se déplacer. D'abord, est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'est la meilleure arme anti-RN, comme on l'a souvent présenté? Non. Et que dites-vous de ces premiers jours? Ouais, j'ai débattu, moi, avec Gabriel Attal à la Fête de l'Humanité, il y a 2 ans, je crois, justement sur le pouvoir d'achat et sur les prix de l'énergie. Il était alors ministre du Budget. Il était ministre du Budget. Et la facture énergétique des Français était en train de s'envoler. Il porte ce lourd bilan. Donc, il peut être jeune, mais il défend une politique qui est vieille, qui sent le rance et la naphtaline, excusez-moi. Enfin, baisser les impôts des plus riches, baisser les impôts sur la fiscalité du capital, baisser les impôts sur les dividendes, les plus-values boursières, supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, tout ça, c'est son bilan. À côté de ça, les classes moyennes, les travailleurs, les classes populaires, les métiers essentiels, dans le public comme dans le privé, ils n'ont rien vu pour eux. Et donc, il porte le bilan d'une politique du président des riches. L'entretien de jeudi prochain s'annonce musclé. Et notamment sur le pouvoir d'achat. Alors, quand je vais aller le voir, jeudi 25, jeudi prochain, avec les 2 présidents de groupe, André Chassaigne et Cécile Cukierman, je vais venir avec la liste de courses pour défendre en premier lieu le pouvoir d'achat des Français, mais aussi 2 services publics essentiels que sont l'éducation nationale et la santé. Et on va revenir, Nicolas. Oui, Gabriel Attal est privé de majorité, comme ses prédécesseurs. Est-ce que vous demandez quand même qu'il vote la confiance après son discours d'investiture? Oui, je fais même une proposition. C'est-à-dire? Je vais faire une proposition. Je suis certain qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour demander le gel sur les factures d'électricité. Et je demande, et ça c'est clair et c'est concret pour les Français, je demande qu'au 1er février, il n'y ait pas de hausse de facture d'électricité. Alors nous, bien sûr, nous demandons plus que cela, nous disons qu'il est possible dans notre pays de produire une électricité beaucoup moins chère et de réduire fortement la facture d'électricité qui est très, très élevée pour ceux qui sont dans le privé, moins pour ceux qui sont au service régulé. Nous appelons à des tarifs régulés pour tout le monde, entreprises comme citoyens, comme collectivités. Mais en tout cas, je dis qu'il y a une majorité dans notre pays, à l'Assemblée nationale,
et dans l'opinion pour que cette facture d'électricité arrête d'augmenter. Alors justement, Fabien Roussel... Ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'elle ne cesse d'augmenter par les décisions du gouvernement. Donc il faut arrêter. Alors justement, le prix de l'électricité, c'est l'objet du chiffre de l'anglais. C'est tout de suite. Ce chiffre, c'est 10%, vous l'avez dit, c'est l'augmentation prévue au 1er février pour le tarif réglementé. Elle intervient, vous l'avez dit aussi, après des hausses substantielles, 25% en 2023, 4% en 2022. Pour autant, le gouvernement, aujourd'hui même, avant la hausse de 10%, subventionne encore le prix de l'électricité à hauteur de 37%. Ce sont les restes du bouclier tarifaire. Ça coûte des milliards. Ça a coûté des dizaines de milliards dans les années révolues. Est-ce qu'il n'est pas temps de démanteler ce bouclier qui, dans une situation financière comme celle de la France, vous la connaissez, est quand même problématique? Est-ce que, surtout pour vous, qui êtes un partisan du nucléaire, il ne faut pas dégager des marges de manœuvre pour financer les fameux nouveaux réacteurs qui s'évaluent, vous le savez, en dizaines de milliards d'euros? D'abord, je dis à nos téléspectateurs, mais ils le savent pour beaucoup, que nous avons la chance dans notre pays que ces 60 dernières années, il y ait eu des investissements très importants, massifs, des investissements publics de l'État, et c'est d'ailleurs parti du général de Gaulle, de construire des centrales nucléaires et des barrages hydrauliques, qui sont la première source d'énergie renouvelable décarbonée. Donc, entre le nucléaire et les barrages hydrauliques, plus aujourd'hui les éoliennes, nous sommes souverains en matière de production d'électricité. On a fait ces efforts il y a 50 ou 60 ans. Ça fait des décennies qu'on n'investit plus. Oui, justement, mais d'accord, mais monsieur Langlais, c'est l'heure de le faire aujourd'hui. Vous qui êtes un grand observateur de l'économie nationale, vous conviendrez avec moi que quand il y a eu ces investissements massifs par les différents gouvernements pendant un demi-siècle, ça n'a pas été payé par la facture d'électricité. C'était un engagement de l'État. Ça a été fait pour partie sur les factures. Et je salue Marcel Paul, Premier ministre du gouvernement du général... Enfin, il n'était pas Premier ministre, mais ministre qui a créé EDF et le statut des énergéticiens sous le gouvernement du général de Gaulle auquel les communistes ont participé. Et on a créé un statut, une entreprise publique, et des investissements massifs. Donc, on n'a pas dit aux Français, quand on a reconstruit la France en 1945, quand le pays était en ruine, on n'a pas dit aux Français, on va augmenter votre facture d'électricité de 20%, et puis vous allez payer les investissements. Tout le monde a contribué. Dans les années 80, il y a bien eu la création de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, pour que les plus riches contribuent aussi aux efforts de la nation. Nous disons la même chose aujourd'hui. Il y a des investissements massifs à faire dans le défi climatique, dans l'énergie. Je ne dis pas, nous ne disons pas que c'est les factures d'électricité qui doivent payer ces investissements. EDF est déjà surendetté. Et donc, il y a 2 sources de financement. D'abord, le budget de l'État doit trouver des recettes nouvelles. Et c'est pour ça que nous réclamons, une fiscalité plus importante, non pas sur les travailleurs, mais sur les riches et sur le capital. Deuxième chose, nous demandons que la Banque Centrale Européenne, pareil, c'est un sujet qui va être au cœur de la campagne menée par Léon Desfontaines. Nous demandons que la Banque Centrale Européenne prête à des taux zéro, voire négatifs, pour les investissements dans la transition écologique, dont le grand carénage, la construction de nouvelles centrales nucléaires, mais aussi les renouvelables comme l'éolien pour marcher sur nos deux jambes. C'est indispensable. On peut financer la transition écologique et l'énergie et garantir à nos concitoyens l'énergie la moins chère. Si je peux me permettre une dernière idée. Mais ce que vous annoncez ce midi, vous demandez un blocage des prix de l'électricité. Je demande un blocage. Vraisemblablement, on ne se dirige pas vers cela. Oui, mais on va se battre. Et puis, dans la diversité de nos opinions. C'est l'appel que je lance dans chacune de cérémonies de vœux auxquelles je participe et que Léon Desfontaines lance dans le cadre de sa campagne aux élections européennes. Nous avons un atout maître dans notre pays. Et on va voir c'est l'énergie. Et avec l'énergie, ça va vous intéresser, Monsieur Langlais, avec cette énergie moins chère et décarbonée, nous pouvons réindustrialiser la France. Et on va voir comment vous voulez vous battre. Le temps file, Fabien Roussel. Nous pouvons proposer... Oui, mais je veux m'adresser aux chefs d'entreprise. Parce que pour les ménages,
je demande gel et baisse des factures. Mais pour les chefs d'entreprise, je leur dis que nous proposons une électricité beaucoup moins chère pour leur permettre d'investir, augmenter les salaires et faire en sorte de relocaliser notre industrie dans notre pays. C'est possible et c'est le pacte que nous proposons à la France. Comment augmenter justement les salaires, le pouvoir d'achat au cœur des préoccupations des Français? Et puis cette manifestation cet après-midi contre la loi immigration, c'est tout de suite après cette pause. À tout de suite. Give me 5 minutes more, only 5 minutes more, only 5 minutes more of your joy. Prendre son temps, ce n'est jamais le perdre. Schweppes, take your time. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens déjeuner avec toi. Quitte cette fille. Tu veux que je me sente coupable? Ça me gêne vis-à-vis de Delphine. J'y crois pas une seule seconde. Delphine est incapable de ça. C'est qui alors? Yvan Attal, Maïwenn, Guillaume Canet, Marie-Josée Croze dans un thriller imprévisible. T'étais où? Un coup de dé, exclusivement au cinéma. Profitez de la super promo EasyJet avant qu'elle ne s'envole. Jusqu'à moins 20% sur nos vols. Réservez sur easyjet.com. Get out there. Je dors. Je dors. Matelas Trianon en exclusivité à la Compagnie du Lit. Avant, on pouvait demander au soleil de nous réchauffer. Aujourd'hui, grâce à EDF ENR, vous pouvez aussi lui demander de chauffer toute la maison. Votre installation est garantie 25 ans avec le leader du photovoltaïque chez les particuliers. Passez au solaire, vous pouvez le faire avec EDF ENR. Rendez-vous sur edfenr.com. Excusez-moi, vous savez où est la gare? Oui, bien sûr. Bonne journée. Whenever you need a friend, a lover or a helping hand. Un service qui ne rend pas service n'est pas un service. C'est pourquoi le service client Engie met tout en œuvre pour apporter des réponses complètes à vos questions. J'agis avec Engie. On cherchait un nom pour le livret d'épargne de meilleur taux. Mais avec son taux à 2,45%, boosté à 5,5% les 3 premiers mois, on n'a pas cherché longtemps. Voici le livret meilleur taux. Kia EV6 100% électrique. Jusqu'à 528 km d'autonomie. Recharge ultra rapide de 100 km en 4 minutes 30. Garantie 7 ans Kia, preuve de qualité. Kia, movement that inspires. Kia EV6 100% électrique. À partir de 457 € par mois. Prime électrique Kia de 4 000 € déduite. Qu'est-ce qui vous rend sûr de vous? Être tendance? Être populaire? Être une icône? Ou être vous-même? Nouvelle Peugeot 208, 100% électrique et maintenant disponible en hybride à partir de 160 € par mois. Chez Monabank, tous nos clients sont rois, quel que soit leur sujet. Nos conseillers sont à votre service et toutes nos offres, même les plus haut de gamme, sont sans condition de revenu. C'est ça, mettre les gens avant l'argent. Monabank, les gens avant l'argent. Quand on doit financer un nouveau véhicule, on se sent vraiment tendu, parce que ça coûte cher. Maintenant, si vous cherchez à être vraiment détendu, 7LM a des solutions. Votre quotidien a de beaux jours devant lui. Avec 7LM, financez votre nouveau véhicule. Et grâce à son partenaire GetAround, profitez d'une prime de 200 € en le mettant en location. À découvrir sur 7lm.fr. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est pas beau à voir. Un smartphone bien piraté. J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. J'ai paniqué et j'ai cliqué. Vous pourriez nous aider à faire un portrait robot du coupable? C'est lui. Le coup du colis.
Classique. En passant chez Bouygues Télécom, vous aurez une protection contre les messages frauduleux. Et les tentatives de piratage. Si vous voulez le garder, je l'ai signé. Solution sécurité smartphone, incluse dans nos forfaits. Bouygues Télécom. On peut appeler ça la pagaille. Là, tu vas bien battre. Nous, on appelle ça la vie. Continuez à profiter de la vie. On sera toujours là pour ranger. Ikea. Me voyez-vous? Je suis là pour être découverte et célébrée. Je suis dans des lieux merveilleux, atteints grâce à une énergie plus propre. M'entendez-vous à travers les musiques les plus enivrantes et le bruit réduit des hélices? Me décelez-vous dans les lumières des spectacles et dans le scintillement de la mer? MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Qui a dit que nous avions tout vu de l'hybride? Qui a dit que le Nissan Juke ne pouvait pas vous procurer encore plus d'émotions? J'y crois pas. Nissan Juke hybride, le crossover électrisant. Disponible aussi en motorisation hybride, le Nissan Juke est à partir de 189 € par mois, sans condition. Retour sur le plateau de l'événement du dimanche, toujours avec notre invité Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. On évoquait les prix de l'électricité, cette demande que vous formulez sur notre plateau, la demande formulée donc de bloquer les tarifs de l'électricité. Le chef de l'État qui, lors de sa conférence de presse cette semaine, a déploré l'existence d'une France de l'angle mort, constituée des Français qui gagnent déjà trop pour être aidés et pas assez pour bien vivre. Alors déjà, juste sur la formule, est-ce que vous validez cette formule de cette France de l'angle mort, ou est-ce que vous déplorez un peu l'expression? Il est fortiche, le président, parce qu'il dénonce une politique dont il est responsable. Parce que c'est quand même lui qui, aujourd'hui, a fait en sorte qu'il faut être très très riche pour bénéficier d'exonérations fiscales et de régimes privilégiés, et être membre de la classe moyenne pour ne pas voir son salaire progresser et continuer à payer des impôts qui sont élevés. J'ai lancé une opération vérité sur les salaires. Transparence sur les salaires. On vous a vu à l'Assemblée nationale avec des fiches de salaire, voilà, en effet. Avec une adresse mail que je redonne, salaire avec un S, salaire@pcf.fr, et je demande aux gens, aux salariés, de m'envoyer leurs fiches de paye en masquant leur nom, mais en mettant leur ancienneté à côté. Mais c'est édifiant. J'en reçois des dizaines et des dizaines, du public comme du privé, de toute la France, et avec des salaires qui tournent entre 1005, 1006 pour des 20 ans, 30 ans d'ancienneté. Enfin, vous vous rendez compte? Et j'ai même une chercheuse qui a Bac plus 8 et qui râle parce que son salaire n'évolue pas. Elle est à 2007 de mémoire. Et on s'étonne après que nos cerveaux partent à l'étranger. La France sera forte si elle arrive à renforcer le monde du travail, à conserver la matière grise ici et à faire en sorte que le travail rémunère et permette de vivre. D'ailleurs, j'ai entendu Gabriel Attal, un travail qui permet de vivre, c'est ma formule, il la reprend. Sauf que derrière, il faut habiller, il faut donner du contenu. Le SMIC augmente parce qu'il est indexé sur l'inflation, mais pas le reste des salaires. Ce qui fait que les autres salaires, eh bien, ou se retrouvent rattrapés par le SMIC quand ils sont juste au-dessus, et en tout cas n'évoluent pas. Sauf ceux qui ont la chance d'avoir un chef d'entreprise qui, lui, va la faire, l'augmentation de son propre chef. Il y en a qui le font. Ceux qui mettent des primes, mais les primes, c'est la déprime, ça ne cotise pas pour la retraite. Et donc, beaucoup de salariés se retrouvent en première ligne. Je pense à une caissière de Monoprix. 35 ans d'ancienneté, 1500 € net de salaire. Enfin, vous vous rendez compte, on les a célébrés pendant la pandémie. Et aujourd'hui, ils sont traités comme des moins que rien. Et il faut contraindre les entreprises. Monsieur Emmanuel Macron dit qu'il y a un angle mort, ben, qu'il répare. Quel et qu'il indexe. Quel levier vous utilisez? Il y a la baisse des charges, la baisse des impôts, l'augmentation. Les négociations sociales. Nous demandons de la justice fiscale, de la justice sociale, de la justice, de l'égalité. La France ne grandira pas en étant un pays de bas salaire et qui tire par le bas les salariés. Et donc, indexer les salaires sur l'inflation,
c'est la moindre des choses, c'est rétablir l'échelle mobile des salaires qui existait. Ça se pratique en Belgique. À côté de chez moi, des salariés préfèrent aller travailler en Belgique parce qu'un cariste en Belgique, il est à 2005, 2008 par mois. C'est le salaire d'un chercheur dans le public en France. Donc là-bas, ils le font. Indexer les salaires sur l'inflation. Donner des marges aux entreprises, c'est possible pour leur permettre d'intégrer cette hausse des salaires. Baisser le coût de l'énergie, c'est pour ça que je m'adresse toujours aux chefs d'entreprise. On peut baisser des taxes, des contraintes qui pèsent sur elles. Baisser les prix de l'énergie. Moduler les cotisations sociales. Ça, c'est ce qu'on fait déjà. Hein. Mais elles ne sont pas modulées, monsieur Langlais. Du SMIC, elles ont quasiment disparu pour la partie salariée. Non, mais elles ne sont pas modulées. Elles ne sont pas baissées en fonction de critères. Il suffit de toucher jusqu'à... Oui, mais tout le monde la touche. Même des entreprises qui versent des dividendes. Ah, bien sûr. Ah bah oui, bah, donc c'est pas modulé, ça. Nous disons... à partir du niveau de salaire. Nous disons, une entreprise qui n'est pas vertueuse, qui joue pas le jeu, eh bien, je ne vois pas pourquoi on lui ferait des cadeaux. Une entreprise... Vous plaignez de la bureaucratie, mais alors là, ça veut dire qu'il faut qu'on passe... Ah non, mais là, il n'y a pas... Ah non, mais alors là, pour le coup, alors pour les entreprises, là, pour celle-là, il n'y a pas de bureaucratie, hein, c'est automatique. Il y a des exonérations de charges, des cadeaux fiscaux, des exonérations de charges totales pour les entreprises, pour toutes les entreprises, y compris celles qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires. Ça représente 80 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales. Et il y a des entreprises qui distribuent des dividendes qui perçoivent. Autant leur faire un chèque directement. Hein. C'est un truc. Enfin, c'est pas normal. C'est pour cela que nous disons des entreprises qui distribuent des dividendes, des entreprises qui ne garantissent pas, qui ne respectent pas l'égalité salariale femmes-hommes, des entreprises qui bafouent les lois, les règles de la transition écologique. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on leur ferait des cadeaux fiscaux. Pénalisons-les. Par contre, l'entreprise, le groupe qui réindustrialise, relocalise son activité, garantit l'égalité femmes-hommes, qui augmente les salaires de manière vertueuse et pas des primes, nous sommes là. L'État, la France sera là pour les accompagner. Et c'est ce que je propose. Vous êtes c'est comme ça qu'on peut moduler les cotisations sociales. Vous êtes pour le name and shame des entreprises. Mais le name and shame, c'est de la com. Ça ne fonctionne pas. Mais non, c'est un gouvernement de com. Ils sont toujours là-dessus à faire des trucs comme ça. Il y a des entreprises, mais qui s'en moquent éperdument. Et qui, on pourra mettre leur nom, tant que derrière elles se font du pognon, elles continueront de le faire, si vous voulez. En parlant de bas salaires, très très bas salaires, on sait aussi que certains salariés ne peuvent pas se loger. Et aujourd'hui, dorment à la rue. J'aimerais juste avoir votre avis personnel sur ce coup de com' de députés insoumis qui ont dormi dans la rue, les rues parisiennes, cette semaine, à grand renfort, là aussi, de caméras. Est-ce que vous trouvez que c'est un combat légitime ? On voit notamment ce député insoumis qui filmait. Vous avez trouvé ça de bon ton ou pas forcément très adroit ? Moi, je proposerais autre chose. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit les ministres de ce gouvernement, qui viennent quand même plutôt de la haute, hein, bourgeoisie, si l'impôt sur la fortune existait, ils paieraient. J'aimerais bien que ce soit eux qui vivent non pas dans des tentes, mais qui vivent dans ces appartements HLM qui, pour certains, sont insalubres parce que les bailleurs n'ont pas les sous pour pouvoir les retaper. J'aimerais bien qu'ils vivent la situation d'un agriculteur qui voit toutes les taxes augmenter. J'aimerais bien qu'ils vivent à la place de cette dame de 92 ans qui a 600 € de pension et qui a 200 € de mutuelle à payer, la question de la santé. J'aimerais bien savoir si les ministres, eux, quand ils ont un parent ou un grand-parent en mauvaise santé, ils vont aller le mettre dans un établissement public quand on voit comment ils sont dégradés. Moi, c'est l'inverse que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien que les ministres qui vivent là-haut, les grosses têtes, ils vivent ce que nous vivons en bas. Et là, on verra s'ils continueront d'appliquer la même politique. Nicolas. Oui, à propos de ministre qui vit là-haut, nous avons la ministre de l'Éducation, Madame Amélie Oudéa-Castéra, qui est prise dans une tempête depuis quelques semaines. Et aujourd'hui encore, on lui reproche d'avoir court-circuité, contourné un Parcoursup pour permettre à son enfant, ainsi qu'à ceux d'autres de l'école Stanislas, collège, lycée, d'être en classe préparatoire. La question est simple. Est-ce qu'elle peut rester comme ministre de l'Éducation après tout ça ? Errare humanum est, perseverare diabolicum. Hein, ça veut tout dire. Et je vois qu'elle persévère dans les erreurs et dans le mensonge. Elle a menti sur le fait que son fils ait été inscrit à cette école Stanislas, rigide, qui fait l'objet d'un procès d'ailleurs.
Et elle ment aujourd'hui, on découvre aujourd'hui qu'il y a un système mis en place dans cette école Stanislas pour contourner Parcoursup, et par un système qui fait que beaucoup d'entre eux ont leur choix et ils restent à l'école Stanislas pour poursuivre les études supérieures. C'est pas crédible. Et les enseignants, le monde éducatif, l'école publique demandent à avoir un ministre crédible, un véritable interlocuteur qui va s'attaquer aux 15 millions d'heures de profs, non pas absents comme s'ils étaient malades, mais manquants, parce qu'ils sont appelés à faire des stages, des formations, etc. Et donc, un ministre qui va s'engager à embaucher les 10 000 profs, à titulariser les 10 000 enseignants qui permettront de véritablement remplacer les profs manquants et donc réparer ces 15 millions d'heures supplémentaires et nous remplacer. Et puis enfin, ils disent tous, elle dit, de faire de l'école publique, l'éducation, la priorité, la grande cause nationale. Vous savez ce qui se passe en ce moment, chez moi, dans le Nord, mais comme partout, le DAZEN, le représentant de l'académie, il va dans les vœux et il annonce au maire, vous aurez une fermeture de classe à la rentrée. Ah bah vous, ce sera 2. À Saint-Amand-les-Eaux, 2. À Rosu, petite commune de 2000 habitants, ce sera 1 à la rentrée. À Château-l'Abbaye, où j'étais hier soir, 900 habitants, ils ont fermé une classe l'année dernière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'école maternelle, je vais le dire à Gabriel Attal quand je vais le voir, je vais lui dire de ces exemples concrets. Ils sont 31 élèves, 3 niveaux en maternelle, 1 enseignant, 31 élèves dans un village. Vous voyez, c'est tout ça qui suscite de la colère. Mais parce que c'est les un rendez-vous parents, qui va être très dense avec Gabriel Attal. Et ils me disent, on paye des impôts, on veut rester dans notre village, on veut que notre école fonctionne. Eh bien, ils sont réticents à mettre les enfants dans l'école du village parce qu'il y a 31 élèves. Mais et Fabien le problème, Roussel... il y a un angle mort, c'est que Gabriel Attal, la ministre, ne prend pas en compte les enfants de moins de 3 ans dans la comptabilité du nombre d'élèves par classe. Et ça provoque donc des énormités avec des classes de plus de 30 élèves, Roussel, avec 3 niveaux pour un enseignant ou une enseignante. Avec les révélations dont faisait part Nicolas, ce nouveau papier de Mediapart, cette nouvelle enquête, la question c'est ça, est-ce qu'elle peut rester ministre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites ce dimanche ici, mais j'aimerais bien quant à la ministre de l'Éducation nationale, des Sports et des Jeux Olympiques? Oui, mais perseverare diabolicum, qu'elle arrête de persévérer dans l'absence de réponse à ce que demande le monde éducatif et les parents. Nous demandons effectivement à ce que nos enfants deviennent la priorité nationale et que l'on y mette les moyens. Notamment, par exemple, en permettant aux enseignants d'avoir une meilleure rémunération. Un enseignant stagiaire, qui a donc des enfants, ne perçoit pas les 2 000 € nets prévus. Il faut être titularisé pour les percevoir. Il y a eu des augmentations de salaire pour les professeurs. Mais je vous le dis, il faut être titularisé pour les percevoir. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que en 17 ans de carrière, ils vont seulement avoir droit à 400 € d'augmentation. Il y a très très peu d'évolution de carrière. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une véritable évolution de carrière et qu'au bout de 17 ans, il ne soit pas à 2400, mais qu'il soit à 3 000 € d'évolution de carrière, Fabien Roussel, parlons aussi des annonces du président de la République sur le mérite et l'ancienneté. François. Oui, le projet est, semble-t-il, de faire varier les critères d'augmentation de la rémunération des agents du service public, les fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est très majoritairement l'ancienneté, variable suivant les services, c'est évidemment très, très subtil, mais le président souhaiterait introduire le critère de mérite personnel, au nom d'une plus grande efficacité de l'État, d'une plus grande efficacité du service public, pour les usagers que nous sommes. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai entendu ça. Et franchement, ça me fait mal au cœur, mais qu'est-ce qu'il va dire aux policiers pendant les Jeux Olympiques d'être payés au mérite? Il va falloir qu'ils fassent quoi, justement? Qu'ils acceptent de mettre leurs enfants en garderie, de payer parce qu'ils vont être privés de vacances et être mobilisés. Là, vous mélangez un peu les choses. Hein. Pourquoi? C'est pas des fonctionnaires? C'est une situation exceptionnelle. Non, mais c'est pas des fonctionnaires. Si. Oui, mais alors comment? Ça nécessite un traitement. Monsieur Langlais, comment on paye? Alors, je précise ma question. Entre 2 fonctionnaires, l'un qui s'investit dans son travail et l'autre qui s'investit un peu moins, est-ce que ça n'est pas je vous réponds qu'il y ait une différence de rémunération? Comment paye-t-on au mérite un fonctionnaire de police? Comment paye-t-on au mérite un enseignant? Comment paye-t-on au mérite une infirmière et une aide-soignante? C'est les critères que vous comptez. Non mais qu'est-ce que vous allez leur demander de plus? Vous ne croyez pas
qu'elles sont déjà en première ligne, essoufflées, asphyxiées de ne pas avoir les aides tant attendues. Le gouvernement va leur augmenter les factures d'électricité. Le gouvernement, à eux, comme aux fonctionnaires, comme à tous les Français. Mais donc les fonctionnaires vont subir ça aussi. Donc 1, hausse des factures d'électricité, 2, franchise médicale, 3, des services publics qui ne fonctionnent pas, l'école, la santé, etc. Et on va leur dire, pas d'augmentation de salaire. Par contre, si vous en voulez, travaillez plus, soyez méritants, soyez jamais absents, venez bosser en étant malade. Ce qui se pratique déjà dans les hôpitaux, ces soignants qui viennent travailler en étant malades, des enseignants amoureux de leur métier et plein de tendresse républicaine pour leurs enfants, qui viennent travailler malades. Ça existe aussi. Qu'est-ce qu'il va falloir leur donner de plus? Ce qu'ils réclament, c'est une juste rémunération au regard de leur engagement pour la nation, c'est un pour le critère service que vous public. ne souhaitez pas qu'il soit intégré. Nous demandons, nous, un dégel du point d'indice et donc une augmentation de 10 points du point d'indice pour rattraper la perte de pouvoir d'achat de ces dernières années. Et d'accompagner les communes afin qu'elles puissent le mettre en œuvre, parce qu'il y a aussi les fonctionnaires de la territoriale. En tout cas, le payer au mérite des agents qui se donnent beaucoup, c'est une forme d'insulte, c'est un crachat qu'il fait à la fonction publique. Fabien Roussel, plusieurs appels ont été lancés dans tout le pays pour manifester une nouvelle fois contre la loi immigration. Vous serez dans les cortèges cet après-midi à Paris. Vous appelez une nouvelle fois le président de la République à ne pas promulguer ce texte, à la veille d'ailleurs du Conseil constitutionnel qui rend son avis sur ce texte. À la veille, pour être précis, ce sera le 25 janvier prochain. Ce sera une tache brune dans le mandat d'Emmanuel Macron, à coup sûr. Et d'ailleurs, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des insultes racistes dans les stades, quand de l'autre côté, ce gouvernement est fier de présenter... Vous liez les deux événements. Oui, enfin, c'est un climat quand même. Faire voter une loi immigration avec les voix du Rassemblement national qui se glorifient de voir ces propositions inscrites dedans, et en premier lieu desquelles la préférence nationale, ça crée un climat où... effectivement, pendant plusieurs semaines, dans le pays, au lieu de parler du pouvoir d'achat, des salaires, des services publics, il a été tiré un trait d'égalité entre immigration, délinquance et terrorisme. C'est terrible pour tous ces hommes et ces femmes qui travaillent dans notre pays, avec un titre de séjour, qui se donnent sans compter, qui sont utiles, qu'ils soient chirurgiens, rippers derrière les camions poubelles, aides-soignants ou même enseignants. C'est une insulte que nous leur faisons. Et ils méritent considération et respect. Moi, j'attendais de cette loi. Sincèrement, j'attendais de cette loi. Je l'ai dit à Gérald Darmanin. J'ai fait des propositions en ce sens. J'attendais de cette loi qu'elle régularise les travailleurs qui sont sans papier, eux. Il y a ceux qui sont avec des papiers qui ont été stigmatisés. Il y a ceux qui sont sans papier, qui travaillent, qui cotisent et qui ont droit à rien. Mais on a été entendu sur rien. Sur rien. Mais c'est alors oui, peut-être votre échec à vous de ne pas avoir été entendu. Est-ce que vous vous renvoyez la responsabilité? Moi je veux bien, battre ma coulpe, mais j'ai fait des propositions à M. Darmanin. Peut-être que j'ai été un des rares à gauche à m'être engagé dans ce sens-là. J'ai été critiqué aussi par d'autres à gauche que j'étais prêt à discuter avec M. Darmanin, mais moi je discute avec les ministres. Je fais des propositions. Après, je suis entendu. Tant mieux, je ne suis pas entendu. Je me bats. Et donc, je ne suis pas entendu. Cette loi, elle a été votée, négociée avec la droite et l'extrême droite, votée avec leur voix. Et maintenant, bien sûr, que nous allons nous mobiliser pour défendre la dignité humaine. Voilà, pour défendre la dignité humaine, d'abord de celles et ceux qui travaillent aujourd'hui, qui ne sont pas régularisés, pour défendre celles et ceux qui travaillent avec un titre de séjour, mais qui n'auront pas le droit à l'allocation logement, à l'allocation familiale, parce qu'on introduit la préférence nationale là-dedans, ce qui est sans précédent. Et donc, nous nous battrons et nous nous mobiliserons avec beaucoup de personnalités, d'horizons divers aujourd'hui, et y compris des députés de la majorité qui ne se reconnaissent pas dans ce texte. Emmanuel Macron a annoncé un grand plan de lutte contre l'infertilité qui sera engagé pour permettre justement un réarmement démographique. Ce sont ces mots. C'est le droit de suite de Nicolas. Oui, alors les chiffres, c'est vrai, sont impressionnants. Hein. Vous avez vu la chute de la natalité. Prenons deux chiffres, 832 900 naissances en 2010 et 678 000 en 2023. Alors effectivement, le président Macron a employé cette expression pour le moins étrange de réarmement
démographique, ce qui a provoqué des réactions assez vives de la part des féministes, mais pas seulement. Beaucoup de femmes se sont senties heurtées. Tenez, écoutez. Non mais déjà, la question de la natalité, on a l'impression que c'est une espèce d'affaire d'État. On a l'impression que les utérus des femmes sont une affaire d'État. Alors je le rappelle, les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État. Chaque femme est libre de choisir, de faire des enfants ou de ne pas en faire. Ça m'a rappelé une phrase de Napoléon, pour qui je n'ai pas que... j'ai aussi de l'admiration, mais qui avait dit, quand il avait épousé Marie-Louise, c'est un ventre que j'épouse. Alors, le vrai sujet, parce que nous ne sommes pas que des ventres et des utérus. Vous comprenez cette irritation devant un terme belliciste? Oui, je comprends. Mais surtout, ce que je souhaiterais, c'est que le président de la République et ce gouvernement posent le bon diagnostic sur les raisons pour lesquelles les familles, les couples aujourd'hui font le choix de ne pas faire d'enfants. Ce que j'entends, moi, c'est qu'il y a avoir un enfant dans un couple, un jeune couple, aujourd'hui, est vécu comme une crainte, voire comme un frein à vivre heureux, à pouvoir continuer de s'épanouir dans la société. Pourquoi? Des couples, ça engendre notamment? Mais parce qu'aujourd'hui, un jeune couple qui fait le projet d'avoir un enfant se dit, mais comment je vais pouvoir poursuivre mon activité professionnelle? Est-ce que je vais avoir une place en crèche? Est-ce que je vais avoir un appartement plus grand? Je vais vous donner des chiffres. Il manque 230 000 places en crèche dans notre pays. Il manque 130 000 assistantes maternelles dans notre pays. Il manque 2,4 millions de logements sociaux, rien que pour demander à ceux qui en ont fait la demande. Et j'ai été dernièrement à Montauban faire une réunion publique, et à chaque fois je visite une entreprise. J'ai rencontré les salariés qui avaient un cahier de revendications. Et c'était même pas les salaires qu'ils avaient en tête de gondole. Vous savez ce que c'était? C'était dans une zone d'activité. Ils demandaient l'installation d'un restaurant pour manger sur place et d'une crèche pour les couples qui venaient travailler tôt ou repartir tard le soir. Et donc, si on veut redresser la natalité, c'est répondre à toutes ces questions-là et c'est faire en sorte que le désir d'avoir un enfant soit synonyme de bonheur, de respect de la carrière professionnelle du couple et de la femme en particulier. Avec ce congé de naissance en perspective. Mais aussi. ce congé de naissance, je le vis moi comme un moyen pour le président de la République, encore une fois, de faire des économies. C'est-à-dire, il nous dit le congé aujourd'hui il coûte cher, on va le raccourcir. Donc pour que ça coûte moins cher, hein, et genre ce serait plus efficace. C'est pas des économies que l'on doit faire. C'est parler de bonheur et de jours heureux. Je suis désolé, j'y reviens. Mais quand je propose pour la France des jours heureux, c'est parce que je voudrais que les hommes, les femmes aient envie de jours heureux pour eux comme pour leurs enfants. Vous allez sans doute en parler. Et c'est la promesse que je souhaite faire, moi, aux Français, et de me battre avec eux pour les atteindre. Les jours heureux avec les Européennes. François, une toute dernière question. Les Européennes, votre tête de liste, c'est Léon Desfontaines. On se demande pourquoi c'est pas le patron qui endosse cette responsabilité que de conduire la liste communiste dans un contexte difficile. Rappelons qu'au total, toutes les listes de gauche font moins que celle du Rassemblement national dans les sondages. Vous préférez la deuxième ligne, pourquoi? D'abord parce que je suis député aujourd'hui. Je suis conseiller municipal de Saint-Amand-les-Eaux et je m'occupe aussi beaucoup de ma ville et j'y suis très attaché et que je ne répondrai pas aux attentes des gens qui ont voté pour moi parce que je suis très attaché à ma ville et puis au local. Et donc, il va falloir l'aider, Léon Desfontaines. Je ne veux pas leur mentir. Ensuite, celles et ceux qui vont composer la liste, et ce n'est pas une liste que du Parti communiste français, il y a Emmanuel Morel de GRS, il y a aussi l'engagement qui va nous soutenir, qui est présidé par Arnaud Montebourg. Et donc vous voyez, on va avoir une liste très large et nous allons mettre au cœur la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, la réindustrialisation du pays. On va avoir beaucoup de choses à dire aux Français. Et beaucoup de travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Fabien Roussel, en ce dimanche. Passez une très belle journée. Tout de suite, LCI Midi, Florence Sokeli. À dimanche prochain.